L'Afrique a vécu dans les années 60-70 une sécheresse inédite qui a eu comme conséquence la désertification, entraînant ainsi des pertes immenses de terre. Selon les éditions de l'Institut de recherche et de développement, en Afrique, 2/3 de la superficie du continent sont couvertes de zones désertiques ou dégradées, une situation qui a impacté et continue d'impacter le développement socio-économique des populations du Sahel. Entraînant même une famine et renforçant aussi le taux de pauvreté dans cette région-là, avec comme résultat la dégradation des terres. Et ce qui a entraîné un certain exode de la population vers les centres urbains. Pour faire face à cette situation, le Sahel, ou les pays de façon individuelle, ont mis en place beaucoup de programmes qui n'ont pas prospéré. Et ce n'est qu'en 2005 que des pays du Sahel ont senti la nécessité de fédérer et de mutualiser leurs efforts pour aller vers un projet novateur appelé la Grande Muraille Verte. C'est en 2004 que le président Maître Abdoulaye Wade a eu l'idée de créer un mur d'arbres de Dakar à Djibouti. Et à l'époque, il a été soutenu par son collègue Obasanjo. Et c'est comme ça que cette initiative des deux présidents était portée par l'Union africaine et puis donnant naissance à l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte en 2010. Donc aujourd'hui, la vision de la Grande Muraille Verte, c'est à travers la gestion des terres dégradées, avec une neutralité tout en privilégiant un développement socio-économique des populations locales. L'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel a été adoptée lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue les 29 et 30 janvier 2007 à Addis Abeba. C'est ainsi que le long tracé vert de 15 km traverse 7800 km reliant 11 pays du Sahel. Sont concernés Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina, Nigeria, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée et Djibouti. Un projet ambitieux qui vise, d'ici 2030, la restauration de 5 millions d'hectares de terre et la création de 10 millions d'emplois. Alors, en quoi faisant, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, d'alors expliquer les tenants du projet. Il faut au départ, c'est l'engagement des États, c'est-à-dire des pays qui sont sur le trajet. Pourquoi nous allons dans chaque pays préparer des pépinières par les populations. Et dès les premières pluies, nous mobilisons les populations pour aller planter des arbres. Nous creusons 100 mètres, 200 mètres, un bassin, et nous compactons le fond. L'eau vient naturellement s'y engouffrer. Et cette eau permet aux paysans de faire la culture maraîchère, de faire boire le bétail. C'est extraordinaire, ça change complètement la vie des paysans. Selon les scientifiques, il y a des plantes qui, après 3 mois d'eau, de pluie, n'ont plus besoin d'eau pendant les 9 mois qui suivent. L'autre chose aussi, c'est que nous devons mettre les femmes en situation de ne plus couper le bois. C'est un projet de toute l'humanité qui peut réussir, qui doit réussir, parce que nous contribuons à l'émission d'oxygène par les plantes et à la limitation relative de l'émission des gaz à effet de serre. Au Sénégal, en 2008, la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte a démarré en impliquant les étudiants. Biram Faye est journaliste expert environnemental. Il a été au premier rang lors des premières plantations d'arbres de la Grande Muraille Verte dans la région de Louga, plus précisément à Linguère, distant de Dakar de 300 km. J'ai eu l'opportunité de participer à la première campagne de reboisement en 2008 où les étudiants de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop, était envoyé à la zone de la Grande Muraille Verte, dans le Djolof, pour procéder au premier reboisement. Une zone très difficile où il n'y avait ni réseau électrique, ni réseau téléphone, ni eau, ni rien. Alors depuis lors, le projet suit son cours. J'y suis retourné en 2014 et il y a eu quand même pas mal de parcelles qui ont réussi, des parcelles d'une superficie de parfois de 2000 et quelques hectares, 3000 hectares. De 2008 à 2010, pour la première phase du projet, le Sénégal a misé sur la neutralité des terres, le renforcement du taux de couverture végétale, l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation de la séquestration de carbone.
Au Sénégal, la Grande Muraille Verte, au début, nous avons travaillé sur un noyau qu'on appelle un tracé de 15 km, mais sur 545 km de long. Donc les 10 premières années, ça, plus précisément, nous avons travaillé dans 3 régions. La région de Louga, la région de Matam et la région de Tambacounda, couvrant ainsi donc 5 départements et 16 communes. Mais depuis 2023, un diagnostic a été fait et maintenant donc nous voulons passer à l'échelle. Donc quitter ces 16 communes-là, aller sur 131 communes en y intégrant donc toute la région de Saint-Louis, le département de Kébémer qui n'en faisait pas partie, et ce qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons dans 4 régions, dans 10 départements et dans 131 communes. Le reboisement a permis la production de 10 grandes pépinières au nord du Sénégal, à Limoges de la commune de Tessékéré, dans le département de Linguère, région de Louga. En termes de reboisement, aujourd'hui, en moyenne, on fait 5000 hectares par an. À cela s'ajoute donc la production de plants. Chaque année, sur cette trace-là, nous avons 10 grandes pépinières. La première année, on impactait directement 400 000 habitants au niveau des 16 communes. Les 16 communes ont couvré 8175 km². On est en train de promouvoir un développement local, n'est-ce pas, avec les communautés. Ce que je te dis aujourd'hui pour Widou Thiongoli à travers votre question. Mais si vous allez par exemple au niveau vous voyez toutes les facettes de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Alors, cap sur Widou Thiongoli, dans la commune de Tessékéré, département de Linguère, dans la région de Louga, à 300 km de Dakar. Le soleil est au zénith. Après des heures de route, nous sommes à quelques encablures de la zone de la Grande Muraille Verte. Il nous reste moins d'1 kilomètre à parcourir. Et nous voilà arrivés à Widou Thiongoli. Ici, les populations donnent vie à la Grande Muraille Verte. Hommes et femmes dans les pépinières se répartissent les tâches pour produire les plants. Certains s'adonnent à la sélection de pépins, d'autres aux techniques de bouturage pour après passer le témoin à ceux qui sèment au moment opportun. Avec le sergent Badji, nous avons fait le tour de la base opérationnelle de la Grande Muraille Verte à Widou Thiongoli. Diverses activités y sont développées, impliquant les différentes couches de la population de Widou, les jeunes et les femmes silustres. Au niveau de la Grande Muraille Verte, il y a plusieurs activités qui sont développées. En commençant par la restauration du domaine dégradé avec le reboisement. Il y a aussi le fait que des jeunes sont recrutés dans le cadre du programme Khindaoui et qui sont au niveau de la pépinière en train de produire les plants qu'on veut pour la plantation des parcelles. Mais aussi avec les activités génératrices de revenus que l'on fait pour les femmes du village. ñi yokk garab yi ci àll bi te garab yi ci àll bi tamit comme niñ koy yokki nii am na njariñ bu baax ndax lu ci mel ne garabu sump dañ ciy defar ay saabu ak yooyu yëpp ci déem bi tamit dañ ciy defar ay bonbon ak yooyu werek bi tamit noonu moom tamit day jur ay kii dàkkaande yi yëpp daa. Selon la direction de la Grande Muraille Verte, près de 1000 femmes dans le Widou Thiongoli sont impactées positivement par les différentes activités de la Grande Muraille Verte. Nous avons mis en place là-bas ce qu'on appelle au début déjà des polyvalents, que nous avons transformé en ferme agricole communautaire intégrée, où dans cette zone travaillent plus de 900 femmes. Ils vont s'activer au niveau du maraîchage, de l'arboriculture, de l'aviculture, et même de l'apiculture. Tout dépend des richesses et des potentialités en fonction des différentes zones. Ces femmes ainsi que ces jeunes hommes font vivre la nature qui leur transmet un bien-être et du confort économique. Wa fi ci Eaux et Forêts Grande Muraille Verte la liggéey wa ci wàllum defal garab yi ak wàllum jëmbat ak àll bi wa di yóbbu ñu reboiser njëriñ bu baax parce que garab yi après moom lañuy gaay di fajo kay bu dul daal sax àll bi bu naate rek jur yi lekk si xaalis bi ngay fayee xaalis bi waaw da ngay mën am njëriñ moom parce que àll bi day naat am na gars yu jóge fii di màng di dem ay feneen yu sori sumpi tamit lay ji fii. Xanaa ñu ñëw fii arrosé garab yi ak gis nga comme li ñu def ne di tànn
jiwukaay pour ñu def ci garab yi nii loolu la ñuy liggéey fi après nag ba mu taw ñu soog a dem ci àll bi nag jëmbati garab yi. Et comment la Grande Muraille Verte a réussi à retarder la transhumance dans cette zone? Bien sûr, notamment ceux qui sont aux alentours des parcelles, parce que c'est des parcelles qui constituent des banques fourragères qui permettent à ces populations d'avoir du fourrage jusqu'à une certaine période de l'année, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles il n'y a plus de tapis herbacés en dehors des parcelles. Donc il n'y a qu'au niveau des parcelles où on peut trouver du fourrage. Donc ces gens-là peuvent rester, peuvent être les derniers à transhumer s'il y aura transhumance. Dans la Grande Muraille Verte, la mise en défense consiste à protéger des parcelles pour booster la production pour que l'écosystème puisse se restaurer naturellement. Donc on diminue les pressions anthropiques liées à l'élevage, aux coupes, etc. Et naturellement, l'herbe pousse mieux, les arbres aussi régénèrent mieux, ce qui fait que le sol est mieux conservé. Les populations également en tirent bénéfice parce qu'elles fauchent l'herbe à un moment pour nourrir le bétail. FAO moo ñëw indi lii Grande Muraille Verte jàpp leen si ñun ñëpp nag jigéen commune yëpp bokk nañ si liggéey nag suñu amee suñu xaalis dinañ si mun liggéey suñu yeneen projet tamit dafa baax lépp lu jógee si garab rek baax na litre bi ñu ngi koy jaayee 5000. Les femmes qui restent, qui s'activent à la production et non qui sont des activités génératrices de revenus aussi pour améliorer les sources de revenus de la famille. Les enfants sont restés. Cette sédentarisation a eu un apport considérable sur la vie des populations. Quand j'y suis retourné en 2014, par exemple, ce qui m'a frappé, j'ai vu un village là-bas qui a eu sa première salle de classe en 1994. Donc de 1994 à 2014, cette salle de classe n'a pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas d'enfants pendant l'année scolaire dans le village. Mais grâce à la Grande Muraille Verte, en 2014, j'ai trouvé là-bas 2 salles qui fonctionnent avec des enseignants. Donc, ce qui veut dire que la Grande Muraille Verte quand même contribue à sédentariser la population. La sédentarisation a fortement impacté le taux de scolarisation de 2014 à 2024. L'école de Mbartoubap, dans le département de Linguère, accueille des centaines d'élèves. J'aime bien parler du cas de l'école de Mbartoubap. L'école de Mbartoubap, lorsqu'elle a été construite, l'école est fermée pendant 11 ans, faute d'élèves. Parce que c'est là toute une famille qui transhumait. Mais maintenant et aujourd'hui, l'école de Mbartoubap compte plus de 300 élèves. Et là, nous ne sommes pas à ce niveau-là. On a introduit ce qu'on appelle l'éducation environnementale. Parce que les élèves, ils font 3 km, 4, même 12 km des fois pour venir à l'école. Une autre école dans la zone de Tessékéré, celle de Huidou Tchangoli, à l'image des autres établissements scolaires de la zone qui vivaient la même situation. Alors, une petite visite à l'école de Huidou. Il est samedi, l'établissement vide, les élèves sont en repos, ce qui laisse libre cours au directeur de l'école et enseignants de pouvoir corriger les devoirs des apprenants. Et son implantation dans le village, les élèves restent sur place et apprennent. On suit correctement les enseignements apprentissages. Bon, du fait que il y a une participation massive de toute la population, surtout au niveau des parents d'élèves et aussi des élèves, qui jouent un rôle important au niveau des plantations et aussi au niveau de leur jardin scolaire qu'on a implanté à peu près 200 mètres de l'école. L'objectif du Sénégal est de murer 545 km d'arbres. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Et chaque année, pratiquement, il y a près de 2 millions de plants qui sont produits. Et aujourd'hui, je crois bien que depuis qu'on a démarré, près de 35 millions de plants ont été produits avec une prédominance des espèces forestières, mais toujours avec 10 à 20% d'espèces fruitières. Aujourd'hui, avec ces 131 communes, on couvre 95 000 km². Donc non loin de la moitié du territoire national et impactant directement 2,5 millions de populations. La Grande Muraille Verte, qui vise à restaurer d'ici à 2030 5 millions d'hectares et créer 10 millions d'emplois, est mise en œuvre au Niger, dont l'objectif est de restaurer 3,5 millions d'hectares de terre, soit un tiers du territoire, le tout sur un tracé de 1500 km répartis en 8 régions et 229 communes avec un effort de financement de l'État d'1,2 milliard de francs CFA. Au Niger, ce programme sahélien s'illustre par le reboisement, l'agroforesterie, la production de paille. Le Niger était à 276 880 m² de terre reboisée, dont le projet Gommier avec 3250 hectares reboisés. Le point avec Alassane Baldé. Autrefois, région aride avec un paysage désertique, la localité nigérienne de Simiré ne semblait
n'allait pas pouvoir connaître un changement environnemental avec des arbres qui poussent, laissant naître la vie animale. Pour en arriver à ce résultat presque paradisiaque, il aurait fallu en amont un travail titanesque et collaboratif entre autorités, populations et associations. Simiri, à environ 100 km au nord de Niamey, la capitale du Niger, dans cette plaine rocailleuse. Tout a commencé par des chaînes interactifs, la mise en place de comités de gestion et le renforcement de capacités. Dans l'exécution du programme, un comité de suivi a été créé pour évaluer l'impact du projet dans le quotidien des riverains, y compris la surveillance du site de reboisement pour éviter la destruction des jeunes plants ou que des indélicats violent le périmètre délimité. Sur ce site de Simiri, les agriculteurs, les jeunes et les associations de femmes ont travaillé ensemble pour faire revenir la verdure. Et ils ont construit des digues en terre qui retiennent plus longtemps les eaux de pluie autour des jeunes arbres pour assurer ainsi leur croissance, même en cas de sécheresse. Environ 25 hectares de terre ont été d'abord clôturés pour favoriser la régénération naturelle des espèces déjà présentes dans la zone. Ensuite, plusieurs plants de Sénégalia, Sénégal ou encore d'eucalyptus, espèces robustes et faciles à cultiver, ont été portés en terre dans l'économie communautaire de la région. Selon d'ailleurs les experts, cette espèce à croissance rapide fertilise le sol. Généralement plantée en grande quantité, elle constitue la base d'un système de plantation au-delà du reboisement. Le programme de la Grande Muraille Verte prône ainsi une approche intégrée d'agriculture durable, de protection des ressources en eau et de création d'activités économiques pour les populations locales. Pour le docteur Seyni Bodo Bachirou, enseignant-chercheur à l'université Boubacar Ba de Tillabéri au Niger, président de l'ONG Initiative pour l'arbre et qui a travaillé à reverdir Simiri, la zone de Simiri a été un exemple notable de réussite pour la Grande Muraille Verte, concentrant ainsi donc ses efforts sur la restauration des terres dégradées dans une zone soumise à des précipitations irrégulières. Les initiatives ont intégré des pratiques avancées telles que l'agroforesterie et la gestion des bassins versants, augmentant ainsi la résilience climatique locale et améliorant les moyens de subsistance agricole. Information rapportée par le journaliste nigérien Modeste Dessous. Selon l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, le Burkina axe son programme sur les pépinières, la mise en défense, l'agro-sylvo-pastoral, les demi-lunes, la production de fourrage, entre autres. Entre 2016 et 2020, 20 546 576 plants ont été produits. 45 221 hectares reboisés sur un tracé de 5 674 km². 5 régions et 136 communes sont concernées avec un effort financier de 92 261 € par an. Le point avec Abdul Aziz Sow. Au Burkina, la Grande Muraille a permis la mise en défense du noyau prôné par Tipalga, qui correspond à 75% de la forêt, comprenant la pratique et l'exploitation sylvopastorale, la valorisation des produits forestiers non ligneux, 100 000 plants produits en moyenne chaque année. Parmi les résultats, la rétribution annuelle de plus de 15 millions de francs CFA aux pépiniéristes villageois depuis 2015. Des bénéficiaires ont été formés à considérer leur site comme des unités économiques sur lesquelles ils doivent mettre tous les efforts pour tirer profit au maximum. Roger, un agriculteur interrogé par le journaliste burkinabé Moumini Simpore, affirme qu'à partir de son site, il arrive à prendre soin de sa maison, envoyer ses enfants à l'école, payer des motos à certains. Pour Roger, rien qu'en fauchant le foin pour vendre aux éleveurs, il peut gagner entre 1 million et 1,2 million de francs CFA. Chaque année, il arrive à créer une centaine de nattes avec la paille qu'il écoule à 2500 l'unité. Les qualités produisent en moyenne 160 plats de noix vendus sur le marché à 600 francs l'unité. Sur le plan écologique et protection, restauration de la biodiversité, l'action de Tipalga a permis la protection de 423 bosquets familiaux mis en défense dans 217 villages, la récupération de 1219 hectares de terres dégradées,
la régénération d'environ 600 000 arbres de 160 espèces locales, le retour de la petite faune en matière de contribution aux revenus des ménages, 116 apiculteurs arrivent désormais à produire en moyenne annuelle 2 tonnes de miel et 284 052 tonnes de fourrage naturel sont aussi produites pour l'alimentation du bétail. Ces résultats sont loin du compte après 15 ans de mise en œuvre. Des insuffisances subsistent pour certains pays et pour d'autres, des contraintes majeures. La Grande Muraille Verte est confrontée à un problème de volonté politique, estime le journaliste spécialiste en environnement et ressources naturelles. L'ambition était là, il y avait beaucoup de communication, il y avait une volonté politique affichée par Maître Abdoulaye Wade, il faut le dire. Mais depuis son départ quand même, on ne sent pas un État engagé à reverdir un peu cette zone-là et à poursuivre le projet. Même au niveau de l'Union africaine, voilà, on ne sent plus un engagement ferme des chefs d'État à investir dans la Grande Muraille Verte. Par exemple, je n'ai jamais entendu Macky Sall visiter la zone de la Grande Muraille Verte. Il est devenu un projet banal, à l'instar de tous les projets qui sont développés au Sénégal, quoi. Au fil des années, nous avons constaté que le gouvernement sénégalais est plus ou moins seul dans cette dynamique. On ne sent pas la même volonté politique dans les autres pays. Mais la Grande Muraille Verte, à mon avis, s'est transformée en une Grande Muraille Verte du Ferlo sénégalais, quoi. Le Sénégal est certes un cas d'école comparé aux pays comme le Niger et le Burkina, avec des résultats probants sur l'éducation, la santé, l'économie, l'environnement, entre autres, mais des résultats qui ne concernent que certaines zones. Des limites existent. Maintenant, dans la Grande Muraille Verte, il y a un aspect qu'on n'a pas très bien perçu. Parce que la plante qui est en tout cas plantée dans le Djolof, c'est de la gomme arabique. C'est l'Acacia Sénégal qui produit de la gomme arabique. Si vous allez dans la même zone, vous allez trouver là-bas une société saoudienne qui produit un peu de cette gomme-là et qui l'exporte. L'État du Sénégal, à mon avis, et même les autres opérateurs économiques n'ont pas encore perçu l'intérêt d'investir dans l'Acacia Sénégal. Et je pense que si l'État avait encouragé beaucoup d'investissements, même privés, dans cette zone, je pense que d'abord on allait reverdir beaucoup plus facilement la zone et que la matière première qui est tirée un peu de l'acacia pourrait servir à développer une industrie. Parce que cette gomme permet de faire un peu des lunettes, voilà, des produits de luxe, donc qu'on achète cher un peu partout dans le monde. L'autre aspect, c'est l'énergie. Aujourd'hui, rien ne pourra se faire sans la disponibilité de l'énergie. Je vous rappelle que le Sénégal, durant les années 70, 80, 70, 80, était le premier pays producteur de gomme arabique. Aujourd'hui, quel rang occupe le Sénégal? Et il y a un potentiel important là-bas pour la gomme arabique. Il y a un potentiel important pour le soum, le palandis et le tcheka. Pareil pour le Justus Maurice qu'on appelle le gibier. Mais toutes ces unités ont besoin d'énergie. Donc pour promouvoir la transformation et la conservation au niveau de cette zone. À Huidou, l'éducation des enfants reste menacée par le manque d'infrastructures sociales de base. Oui, néanmoins, il y a des problèmes parce que ça demande des moyens logiciels, des moyens aussi, financiers, des moyens aussi économiques et sociaux. Parce qu'il y a des élèves, des fois, ils viennent à l'école avec des conditions difficiles. Il y a certains élèves qui viennent de 2 ou bien 7 km. Depuis très longtemps, la cantine a disparu. L'eau est l'un des lancinants problèmes auxquels sont confrontées les populations qui travaillent dans les pépinières. Mais au regard de cette campagne, c'est-à-dire la saison pluvieuse de l'année dernière, qui a été une période un peu compliquée pour les éleveurs, puisque les quantités de pluie qu'on a reçues ne sont pas assez suffisantes. Donc, les populations, quelles que soient les quantités de tapis herbacés qu'on peut avoir dans la zone, il y a certains qui ont transhumé. Ce problème d'eau ainsi que les moyens financiers sont les obstacles communs aux pays de la Grande Muraille Verte, comme le Sénégal, le Niger et le Burkina Faso. On a deux problèmes. Le problème d'accessibilité à l'eau et la gouvernance de l'eau. C'est-à-dire que si tu dois creuser un puits ou un forage, minimum il faut aller à 200 mètres. Donc pour vous donner là-bas une idée,
du taux important de l'investissement pour accéder à l'eau. Le problème, c'est la gestion, la gouvernance de l'eau. Aujourd'hui, il y a un forage. D'accord, il y a des comités de gestion qui ont été mis en place, mais il faut revoir ces comités de gestion pour aller vers une meilleure gouvernance de l'eau. Un autre aspect lié à l'eau, il n'y a pas un forage dédié à la reforestation au Sénégal. Au Sahel, tu peux faire les 11 pays, tu ne me diras jamais que si tu as vu un forage qui a été creusé uniquement pour améliorer le taux de couverture végétale. Des limites non moins importantes, les promesses des partenaires internationaux qui sont loin d'être une dette et les contributions des États qui restent aussi timides. Après 10 ans de mise en œuvre de la Grande Muraille, un bilan a été fait. Et durant les 10 ans, donc de 2010 à 2020, les partenaires internationaux ont contribué à hauteur de 3 milliards de dollars uniquement dans la mise en œuvre de la Grande Muraille verte. Et c'est à ce moment-là que lors d'un conseil des ministres de la Grande Muraille verte, les ministres ont décidé que pour faire de la Grande Muraille verte, on a besoin des partenaires techniques et des partenaires financiers. Et c'est ce qui a motivé le One Planet Summit 11 et 12 janvier 2021 à Paris, où les partenaires techniques se sont engagés, ont fait des promesses de financement à hauteur de 19 milliards de dollars entre 2021 et 2025. Aujourd'hui, 26 mois après, il y avait quelques 20% seulement qui ont été mobilisés. Et nous sommes aujourd'hui 2024 et il reste encore un an, n'est-ce pas, pour boucler ces promesses de financement. Et je commence à m'inquiéter personnellement. Bon, du fait un peu de ce manque de volonté politique là, bon, on ne sent plus des investissements majeurs orientés vers la Grande Muraille verte. Au niveau de l'Union africaine, il y a une agence qui s'occupe de la Grande Muraille verte. Dans le cadre de la Grande Muraille verte, l'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre. Dans certains pays, les efforts sont anéantis par la situation sécuritaire. À l'image du Niger, au Burkina Faso, ce problème d'eau plombe les efforts de l'initiative de la Grande Muraille verte. L'indisponibilité de l'eau limite le champ d'action de certains agriculteurs. Malgré les résultats palpables de la mise en défense, des obstacles sont notés dans lesquels la méthode serait plus profitable à l'ensemble des acteurs. Il s'agit entre autres du non-respect du cahier de charges par les partenaires des parcelles mises en défense, de la quasi-absence de structures d'accompagnement des entreprises forestières, de l'intégration insuffisante des systèmes agro-silvo-pastoraux, des problèmes fonciers, du faible niveau de développement de l'esprit entrepreneurial pour faire des mises en défense de véritables unités économiques. Avec la spéculation foncière, certains n'hésitent pas à vendre leur terrain, expliquent les acteurs. Les moyens d'accompagnement des communautés sont à rendre plus consistants et la mise à l'échelle des bonnes pratiques pour des impacts socio-économiques et écologiques plus importants à la hauteur des défis à relever. L'un des défis de la Grande Muraille verte doit être l'appropriation de la Grande Muraille verte par tous, recommande le directeur de la Grande Muraille verte du Sénégal. Nous avons 3 axes d'intervention stratégiques. C'est d'abord l'ancrage local et nous avons signé des contrats plans territoriaux avec l'ensemble des communes. L'autre aspect, c'est le développement partenarial. Il ne se fera dans ce pays-là ou dans le Sahel sans les jeunes et les femmes. Et je crois bien que ces 3 axes d'intervention constituent un atout pour le Sénégal que nous sommes prêts à partager avec les autres pays. Mais l'appropriation, n'est-ce pas? La Grande Muraille verte des États, je le dis très souvent, nous l'avons depuis le 17 juin 2010. Il nous reste maintenant à promouvoir ce qu'on appelle la Grande Muraille verte des peuples. Et la Grande Muraille verte des peuples n'est rien d'autre que la Grande Muraille verte des communautés. En 12 ans ou 13 ans, seuls 25,6% des terres de la Grande Muraille verte sont couvertes, rapporte Afrique Renouveau. Alors que pour atteindre l'objectif des 100 millions d'hectares d'ici à 2030, il faut au moins couvrir 8,2 millions d'hectares par an. Le Burkina, le Niger, le Sénégal, même s'il est plus en avance dans sa mise en œuvre, sont loin du compte à juste 6 ans avant l'échéance de 2030.